Conan Doyle vous surveille. Ce soir-là, chez le fameux écrivain écossais Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, un petit groupe d'amis sont rassemblés, attentifs à une nouvelle expérience de leur célèbre ami. Celui-ci explique. Alors voici le Ouija. Comme vous pouvez le constater, il est constitué de 2 éléments. Tout d'abord, cette petite planchette. Vous pourrez voir que les lettres de l'alphabet y sont inscrites sur 2 arcs de cercle, l'un au-dessus de l'autre. Vous pouvez voir que les chiffres de 0 à 9 y figurent aussi. Et enfin 3 mots, oui, non et au revoir. Maintenant, le second élément du Ouija est ce petit index mobile muni d'une petite roulette. Et comment ça fonctionne ? Les participants doivent tout d'abord se mettre dans un état de réceptivité maximale, être bien détendus, prêts à recevoir les impulsions qui leur seront données par les esprits. Ensuite, le ou les participants posent légèrement un doigt, l'index de préférence, de manière à frôler la plaquette mobile. Et il ne reste plus qu'à attendre. Quand l'entité présente sera prête à se manifester, elle fera glisser l'index de bois vers une lettre, un mot, un chiffre. Il suffira de noter ces lettres à la suite les unes des autres pour obtenir le message. Tout le monde n'est pas convaincu, mais Conan Doyle, Sir Conan Doyle, a déjà fait la preuve de son intuition et de son génie dans d'autres domaines. Pourquoi pas dans celui-ci ? Effectivement, le silence s'était fait. Les lumières étant discrètement tamisées, le maître de maison pose délicatement son index sur l'index du Ouija. Et le petit mobile à roulette, après une légère hésitation, se met à vibrer. Il cherche, semble-t-il, la lettre qu'il va désigner. Comme un chien qui hume l'air, et soudain, il fait un petit saut en avant, droit vers la lettre J. Après la séance de Ouija, presque tous les participants sont assez émus. Quelqu'un dit « Je n'aimerais pas participer à ce genre de séance trop souvent. Je claque des dents. Pourtant, j'ai vu des choses étranges quand je séjournais aux Indes. » Sir Arthur Conan Doyle prononce une phrase définitive. Le Ouija est un téléphone magique en ligne directe avec l'au-delà. Un silence plein de frissons accueille ces mots. Sir Arthur explique, un verre de whisky à la main. J'ai commencé à m'intéresser aux choses d'après la mort quand un livre m'est tombé entre les mains. Il s'agit d'un ouvrage intitulé « Les réminiscences du juge Edmunds ». L'auteur n'était pas n'importe qui, puisqu'il occupait des fonctions au Conseil d'État des États-Unis. Ce monsieur devenu veuf a eu la consolation de rester en relation avec sa défunte épouse. Et ce pendant des années. Dans son ouvrage, il donne toute une série de détails très impressionnants sur les contacts qu'il a eus avec la chère disparue. Mais vous-même, Sir Arthur, avez-vous eu des preuves de cette possibilité ? Absolument. J'ai tenté des expériences et 2 personnes très chères ont répondu à mes appels. Tout d'abord ma chère maman et ensuite un de mes neveux pour lequel j'avais une affection toute particulière. Ils se sont manifestés plusieurs fois et leur message était si précis qu'il n'y a aucun doute. Ce sont bien eux qui m'ont contacté après leur mort. D'ailleurs, je les ai vus de mes yeux, bien après la mort. Mais alors, vous en concluez qu'après la mort, il y a autre chose que le trou béant du néant absolu ? J'en suis convaincu. Pourtant, Bernard Shaw... ne me parlez pas de cet individu. Bernard Shaw est un Irlandais qui ne manque pas d'esprit, bien qu'il déteste les femmes du plus profond de lui-même. Cet être sans scrupules s'est vanté d'avoir fraudé dans une séance spirit. Et alors, qu'est-ce que ça prouve ? Ce n'est pas parce qu'un homme célèbre triche qu'il faut jeter le discrédit sur tout ce qui concerne le spiritisme. Dans les années qui suivent, Sir Arthur Conan Doyle va consacrer une grande part de son temps et de sa fortune à poursuivre ses recherches sur la vie après la mort.
Il est persuadé qu'il existe quelque chose dans l'au-delà. Il affirme avec force « Je mourrai un jour, comme nous tous. Et pour bien vous prouver la force de mes convictions, je peux vous promettre d'ores et déjà que vous me reverrez après ma mort, et même souvent. » Ceux qui entendent cette déclaration sont partagés dans leurs sentiments, entre la crainte et l'espoir, bien sûr. Sir Arthur Conan Doyle meurt en 1930 à l'âge de 71 ans, ce qui est relativement jeune, et il tient ses promesses, à plusieurs reprises. Il faut rappeler que Sir Arthur avait débuté comme médecin. Il occupait alors un cabinet dans un immeuble de Londres, dans le quartier de Harley Street, quartier où beaucoup de médecins sont installés. Son appartement était au 3e étage de l'immeuble et un ascenseur desservait les étages supérieurs. Or, Sir Arthur explosait à chaque passage de l'engin. « Mais enfin, ils ne peuvent donc pas monter à pied comme moi ? Est-ce qu'on a besoin de ces mécaniques infernales et bruyantes qui secouent toute la maison ?» Pas de doute, Sir Arthur Conan Doyle détestait vraiment les ascenseurs. Après sa mort, Sir Arthur est sans doute revenu sur les lieux où il a vécu heureux. Tout prête à penser qu'il hante encore l'immeuble de Harley Street. Qu'est-ce qui peut faire croire ça ? Eh bien, tout simplement le fait que l'ascenseur a pris la fâcheuse habitude de tomber en panne à chaque fois qu'il passe le palier du 3e étage. Dès que ça se produit, un des médecins qui occupe l'immeuble téléphone au technicien de la compagnie qui accourt le plus rapidement possible. « Encore en panne, mais c'est incompréhensible. Je suis passé hier. D'ailleurs, tout était en ordre, je n'ai pas eu à intervenir. Votre ascenseur s'est remis spontanément en marche. Je suis certain que ça va être encore la même chose aujourd'hui. » Oui, mais c'est particulièrement gênant pour nos confrères. Les clients se font de plus en plus réticents. D'abord, allez donc demander à des gens malades de monter 5 étages à pied pour aller chez leur médecin. Et puis, petit à petit, la rumeur a fini par se répandre dans le quartier. C'est aussi la faute du vieux Benjamin. Le vieux Benjamin est le gardien de l'immeuble. Enfin, il l'est resté pendant les quelques années qui ont suivi la mort de Sir Arthur. Il avait toujours eu beaucoup d'estime pour l'écrivain Spirit, et il a sa petite opinion sur les pannes de l'ascenseur. Si l'ascenseur s'arrête régulièrement au niveau du 3e, c'est Sir Arthur qui appuie sur le bouton, ou qui ouvre la porte pour bloquer l'appareil. Et en disant ces mots, le vieux Benjamin ôte sa casquette à galons dorés pour saluer respectueusement l'âme de Sir Arthur qui devait être dans les parages. Quelqu'un entre à ce moment-là. « Excusez-moi, c'est bien dans cet immeuble qu'a vécu Sir Arthur Conan Doyle ?»« Mais oui, mon bon monsieur. D'ailleurs, si vous voulez profiter de l'occasion, il est quelque part dans l'immeuble juste en ce moment, sans doute sur le palier du 3e. Mais il vous faudra monter à pied. Il vient justement d'arrêter l'ascenseur. Il dit que ça lui tape sur les nerfs. » Le visiteur curieux hésite et ressort précipitamment de l'immeuble sans demander son reste. Depuis quelques années, l'ascenseur d'Harley Street tombe moins en panne. Sir Arthur a toujours été à la pointe du progrès. Il s'est toujours intéressé aux nouveautés. Ainsi, quand il est mort, le cinéma est encore à ses débuts. Longtemps après, à Hollywood, un projet voit le jour. Et si on tournait un film sur Sherlock Holmes ? Ce n'est pas une idée bien nouvelle, on a déjà tiré un nombre respectable de sujets en prenant pour base les œuvres de Conan Doyle. Oui, mais là, on pourrait broder. Au lieu de s'inspirer d'une aventure de Sherlock Holmes, on pourrait explorer le personnage sous un angle nouveau. On pourrait le voir dans l'intimité, ses rapports un peu sadomaso avec le docteur Watson, la manière dont il se drogue à l'éther, sa vie Sa vie sexe. Elle est nulle, mais sur ce sujet, il y aurait sans doute beaucoup à dire. C'est ainsi que le film qui sort mêle intrigue d'espionnage et aventure sentimentale. Le monstre du Loch Ness y apparaît dans toute sa splendeur, et les scènes de franche comédie sont particulièrement réussies. Qu'a bien pu penser Sir Arthur de là-haut ? On ne le saura vraiment jamais, mais en tout cas,
on peut être certain qu'il a suivi la production du film de près, de très près même. Ainsi, après le tournage avec Christophe Lee et Geneviève Page, vient le montage. C'est souvent là que le film prend tout son style, son rythme. Dans la cabine, où le monteur en chef examinait toutes les séquences à la loupe, on entend une exclamation de surprise. « Eh, dis donc, monsieur Wilder, venez voir un peu, il y a quelque chose d'étrange !» Billy Wilder, le réalisateur, se penche sur l'œilleton qui permet de voir la pellicule, image par image. « Tiens, ouais, c'est bizarre, on dirait qu'il y a quelqu'un dans le champ. » Il était impossible que pendant le tournage, un inconnu se soit trouvé dans le champ. Si cela s'est produit, le cadreur, la script, le chef éclairagiste, un assistant ou l'une des 100 personnes qui étaient constamment aux aguets se serait certainement aperçu de sa présence. Si c'est le cas, quelqu'un hurle « coupé !» et il y a une explication plus ou moins orageuse entre le réalisateur et celui qui aurait dû empêcher l'intrus de se fourrer dans le champ. Comment ce gros bonhomme peut-il être là? D'autant plus qu'on voit même pas sa tête. Le chef monteur regarde à nouveau. Si, on la voit, sa tête. Il a un air jovial, moustachu qui apparaît sur une séquence de quelques images. Mais je le reconnais, ce visage. C'est celui de Sir Arthur Conan Doyle. J'en suis certain. Et dire qu'il est mort depuis 38 ans. Billy Wilder frissonne un peu, mais il se sent heureux. Sir Arthur Conan Doyle vient certainement d'approuver le film en apparaissant sur la pellicule.